Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux cet après-midi de vous souhaiter la bienvenue à l'atelier qui nous est donné par Madame San. Il y a tout le Madame. monde, ça ne dérange pas. Oh, attention, on a un petit quelqu'un qui n'a pas mis son micro en sourdine. Alors attendez, on va regarder ça et on va recommencer. Tout à bon. Alors, je vais recommencer le tout, si vous permettez. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue cet après-midi à une formation qui nous est offerte par Mme Sandra Sauvé et qui a comme titre Organiser son espace classe. Voici quelques consignes à respecter pour que le tout se déroule bien. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et que le Centre Franco la rendra disponible au cours des prochaines semaines dans son espace sur son site Internet. On vous demande durant la formation de mettre votre micro en sourdine et d'utiliser la boîte de clavardage si vous avez des questions ou encore si vous avez des commentaires. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, permet une telle initiative en développement professionnel. Voilà, l'intro est terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation et je passe maintenant le micro à Madame Sandra Sauvé. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous cet après-midi. Donc, on recommence bientôt une nouvelle année scolaire. Donc, pourquoi ne pas penser à comment nous allons organiser notre salle de classe? Peut-être qu'il y en a ici vous êtes des nouveaux enseignants, ça va être votre première salle de classe. Donc, n'hésitez pas à avoir la chance de jaser ensemble, de partager plein de choses. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. J'espère que je n'aurai pas des problèmes techniques à changer mes pages. Et voilà, avant de débuter, nous allons faire la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation, à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Qui je suis? Donc, c'est ma première expérience aux instituts d'été. Donc, je suis une enseignante assez chevronnée. J'arrive à la fin de ma carrière. C'est probablement ma dernière pleine année scolaire. Donc, j'ai débuté en 1995 et je travaille comme enseignante au CPO depuis 1997 dans la région d'Ottawa. Un peu mon parcours, sachez un petit peu mes expériences en enseignement. Donc, j'ai été vraiment titulaire de classe de plusieurs niveaux. Je pourrais dire de la 2e jusqu'à la 8e année, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai été spécialiste d'art, éducation physique, anglais, lead en numératie, littératie. Pendant 5 ans, coordonnatrice du programme IB dans une école IB où j'ai travaillé pendant 14 ans. Et depuis les 2 dernières années, je suis conseillère pédagogique au CPO et j'appuie les nouveaux enseignants PIPNPE. Donc, c'est une belle façon pour moi de terminer ma carrière. Donc, j'appuie les nouveaux enseignants, je donne des formations au CPO, je les accompagne en salle de classe. Il y en a peut-être ici que j'ai travaillé avec vous les 2 dernières années. Donc, bonjour à les enseignants du CPO et à tous les enseignants des conseils en Ontario. Je suis fière franco-ontarienne, originaire d'un petit village francophone, Castleman, mais j'habite à Ottawa depuis plusieurs années, depuis j'ai à peu près 20 ans après mes études. Je suis pédagogue qui ne cesse d'apprendre et d'innover, qui a toujours eu à cœur le bien-être et la réussite de ses élèves. Donc, on ne cesse d'apprendre. J'ai terminé ma 29e année d'enseignement, puis je suis toujours en apprentissage. Donc, ah oui, je vois Saouda est là. Allô, Saouda, dans le clavardage. Donc, ça, c'est ça pour moi.
Voici les résultats d'apprentissage de notre petite formation de 90 minutes. Donc, il va falloir que je parle vite parce qu'habituellement, je passe une journée en formation avec les enseignants. Donc, 90 minutes, on va essayer de passer à travers le plus de termes ici là, que j'ai mis dans les résultats d'apprentissage. Donc, vous avez probablement déjà vu la description de l'atelier. Donc, ce serait maximiser le matériel et l'espace de sa salle de classe afin d'offrir des opportunités aux élèves de s'engager et de développer leur autonomie. On va passer à travers vraiment 4 points importants. On va passer peut-être plus de temps sur le point 1 et le point 3, pour être bien honnête. Donc, le point 1, explorer l'importance de la disposition des meubles, des fournitures et des ressources matérielles de la salle de classe. Le point 2, découvrir des stratégies afin de créer des occasions de bouger, de collaborer, de se concentrer. Le point 3, comprendre les besoins socio-affectifs des élèves, qui est extrêmement important de nos jours. Et le point 4, découvrir l'importance de l'apprentissage à l'extérieur. Donc, pourquoi ne pas apporter notre salle de classe à l'extérieur? Donc, ça, c'est une de mes initiatives que je vais travailler auprès de notre conseil cette année parce que je trouve que c'est extrêmement important de ne pas toujours garder nos élèves entre les 4 murs et vraiment de les amener faire des apprentissages à l'extérieur. Donc, avant de commencer, j'aimerais apprendre un petit peu à propos de vous, qui vous êtes, à combien d'années vous êtes en enseignement. Je vais mettre le lien également dans le clavardage, mais vous avez aussi le code QR. Et vous savez, j'ai oublié aussi de mettre le formulaire de présence parce qu'on parlait trop de tomates. Donc, je vais vous mettre ça également. Désolée, Louis, je viens de voir ça dans mes liens. Donc, voici le formulaire de présence. Puis, je vais faire un petit Mentimeter avec vous pour apprendre à vous connaître, savoir qui vous êtes. Et voilà. Je peux vous donner peut-être un petit 2-3 minutes pour remplir le formulaire de présence. Puis ensuite, on peut aller au Mentimeter. Prenez votre temps, là. On peut prendre 2-3 minutes. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à remplir. Ah, 2 ans au Canada, 7 ans. Oh, j'ai même des chevronnés à 30 ans. Wow! Plus que moi à 20 ans, 23 ans, 24 ans. Hey, je suis surprise parce que je pensais que j'aurais plus des nouveaux enseignants, mais c'est correct, on va pouvoir partager. 1 an, 9 ans. Neuf ans en Ontario. Donc, il y en a qui arrivent de d'autres provinces, peut-être. 23, 9. Ah, Sophia, est-ce que tu as vu les liens? Les 2 liens sont dans le clavardage. Ah, Julie-Marie, elle part du secondaire à l'élémentaire. Et Salib, ici depuis 93, 19 ans dans son pays, mais natal et 8 ans au Canada. Alors, si je passe à la deuxième diapo, quels sont les niveaux que vous avez, que vous enseignez? Vous avez accès maintenant à la deuxième page du Mentimeter? Maternelle Jardin, 4e, 8e, première année. Donc, vraiment, ça va de la maternelle à la 8e. J'ai peut-être des spécialistes aussi. Je vois maternelle à la 8e. Les niveaux triples.
3, 4, 5. C'est peut-être une classe TSA. Là. Je vois avec plusieurs niveaux. Josiane, je pense qu'elle est peut-être au CPO. Je reconnais des noms. Première année d'enseignement et première actuellement. Je vois 9e, 10e année. Notre atelier touchait surtout l'élémentaire, mais je suis sûre que Libre, tu vas pouvoir, c'est à ma excuse, tu vas pouvoir bénéficier de stratégies pour le secondaire. On a des gens qui enseignent pas mal tous les niveaux aussi là, avec nous cet après-midi. Super. Donc, classe distincte, on peut retrouver plusieurs niveaux. ALF, maternelle à 6e. Oh, j'ai vu CPO. Ça bouge encore. Parfait. Mais ça me donne une petite idée qui nous sommes. Puis en même temps, ben, vous aussi, vous pouvez voir qui est avec nous cet après-midi. Donc, OK, je vais fermer le Mentimeter, puis je vais réouvrir ma présentation. Le formulaire de présence, il est ici. Je vais le remettre. Vous regardez plus haut, mais je vais le remettre, OK? Qu'il soit en bas de page, là, dans le clavardage. OK? Parfait. OK, je retourne à ma présentation. OK. On va faire ici, avant que je commence à vous donner plein d'informations, puis parler de plein de façons d'organiser votre salle de classe, j'aimerais que vous preniez un petit moment de réflexion. Réfléchissez à la manière dont vous percevez l'enseignement. De quelle manière souhaitez-vous accompagner vos élèves à construire leur savoir? Vous pouvez tenter de suivre une méthode pédagogique particulière qui vous parle, ou vous pouvez également souhaiter créer votre propre méthode. Avez-vous une vision de votre salle de classe? Ce choix vous est personnel et cela est l'essence même de la liberté pédagogique. Une fois que vous aurez une image claire de votre enseignement idéal, vous verrez plus clair l'organisation spatiale de votre salle de classe. Donc, tout le monde a eu la chance de faire une petite réflexion, avoir un peu là, quelle vision vous voulez avoir cette année de votre salle de classe. Donc, on va commencer avec la première partie, la disposition des meubles, des fournitures et des ressources immatérielles. Donc, cette partie-là est quand même assez longue parce qu'on va toucher plusieurs éléments, tels que des espaces d'apprentissage. Donc, la première chose que vous devez faire lorsque vous entrez dans une nouvelle salle de classe ou même dans votre salle de classe après l'été, parce que souvent, hein, les concierges font le ménage, tout à l'envers, il vous manque des choses, c'est de faire l'état des lieux. Super important. Faire l'état des lieux, combien de tables, combien de pupitres, combien de chaises, faire le tour des armoires. Comme j'ai des nouveaux enseignants l'année passée qui n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait dans les armoires. C'est très important. Allez dans les armoires, réorganiser ce qui vous a été laissé. Quelles ressources pédagogiques s'y retrouvent? Donc, très important de passer à travers les armoires, réorganiser. Combien de tableaux de liège s'y retrouvent? Donc, tout ça, ça va vous aider à planifier l'organisation de votre salle de classe. Une salle de classe organisée. Ça, ce sont des points que moi, j'ai mis. Il y a peut-être plein d'autres points qu'on pourrait ajouter ici, mais une classe organisée fait preuve d'une planification stratégique. Vous allez devoir penser au déplacement des élèves, comment je peux les faire bouger, les faire dégourdir, offrir des endroits différents pour travailler, ainsi de suite. Ceci va réduire la frustration des élèves et de l'enseignant en pensant à ces différents déplacements dans la salle de classe. Ici, moi, j'ai noté quelques petits éléments. Une classe organisée. Voici ce que l'enseignante peut voir et voici ce que l'élève, l'apprenant, peut voir. Donc, c'est important que vous puissiez voir tous vos élèves en tout temps lorsque vous êtes à l'avant de la classe ou vous circulez. Être capable de vous déplacer librement entre eux.
Surtout pouvoir travailler en petits groupes, avoir accès à des tables qu'on appelle macaroni, pouvoir travailler en petits groupes avec certains élèves, tenir compte de tous les besoins individuels de vos élèves, être capable de retrouver votre matériel et surtout se sentir bien dans son espace de travail. On passe des heures et des heures dans notre salle de classe, donc c'est extrêmement important d'être bien dans notre classe, d'aimer notre classe, d'aimer les décorations et tout ça. On va pouvoir parler de l'affichage plus tard durant la présentation. Et l'élève, lui, il doit être capable de voir son enseignant, son enseignante, être capable de voir les présentations que vous donnez, voir l'affichage. Super important qu'il soit capable de voir le plan de la journée, même si ce sont les plus petits, avoir des pictogrammes pour qu'ils sachent ce qui se passe de période en période. Le code de vie, parce que vous allez vous référer à tous les jours. Les stratégies pédagogiques que vous allez afficher pour aider vos élèves dans leurs apprentissages. L'élève est capable de se déplacer aussi facilement, travailler dans un espace propre et développer son autonomie et être agent de son apprentissage. OK, maintenant je vais vous faire parler. Examinons ces deux images. La première image, elle me fait penser à moi quand j'étais au secondaire. Et la deuxième image, ben, c'est une photo que j'ai prise dans une salle de classe l'année passée, bien honnête. Qu'est-ce que vous remarquez? Comment vous vous sentez quand vous voyez ces images-là? S'il y en a qui veulent parler à haute voix, lever la main, ou si vous voulez ajouter dans le clavardage, soyez libre d'ajouter dans le clavardage. Mais ce serait le fun d'entendre des voix. Je me sens, je ne vous vois même pas, je ne vois même pas vos caméras ouvertes. Donc, allez-y, n'hésitez pas. OK, Amal, vas-y. La première image, je vois que la classe est bien organisée, bien ordonnée, mais je vois que c'est une classe qui est plus ou moins profonde. Donc, l'enseignant n'aura pas la chance de voir tout le monde. Ça sera un peu difficile d'arriver jusqu'à la fin de la classe. Pour la deuxième image, je vois que c'est peut-être c'est un bureau et une table qui sont proches les uns des autres. C'est un élève, je pense, du primaire, il n'est pas âgé. Je pense que la deuxième image a besoin d'une petite organisation quand même. Ce sont les pupitres, c'est deux pupitres d'élèves, la deuxième image. Oui, Juste oui, pour mettre ça, en contexte. Oui. Okay. Je vois, il y a beaucoup de choses désorganisées, très restrictives comme autoritaires, oui, très magistrales, la première image. On ne peut pas circuler, oui, tous les pupitres sont tassés. Bien organisés, mais pas assez d'espace pour circuler. Donc, ça revient à la même chose. Est-ce que Nadine, tu veux partager? Vas-y. Oui, c'est concernant la première image. Ben, comme vous avez dit, elle est du style très magistral. Oui. Puis, ce que je constate aussi, c'est que ça peut être difficile de pouvoir organiser du travail en équipe. Exactement. Ce qui est souvent très important aussi, là. Donc, ici, on n'encourage pas du tout le travail de collaboration en équipe avec ce genre de pupitre. Moi, je suis gauchère, puis je regarde ces pupitres-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est gaucher ou gauchère ici? Donc, ces pupitres-là ne sont même pas adaptés pour un gaucher, hein, si vous y pensez. Moi, je suis gauchère, donc, tu sais, j'ai rien pour m'appuyer. Les pupitres ne sont pas ajustables non plus à la hauteur de l'élève. Ici, c'est probablement des élèves plus âgés, mais quand même, ils ne sont pas ajustables à l'élève. J'essaie de lire. La deuxième est collaborative. Oui, ici, on a plus de travail collaboratif, mais très désorganisé. Je les tourne. Il y a un de travers aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait? Juliane, vas-y, de la main levée. Je voulais dire que quand je regarde la première, après avoir passé 30 ans au secondaire, je déteste ces pupitres-là parce que il n'y a pas de configuration. On doit les mettre en ligne, en randonnion, parce que c'est quasiment impossible de faire des groupes avec ces pupitres-là. Donc, première photo, c'est fous-moi ça à la poubelle. Exactement, c'est passé date, là. Ça doit être 30 ans passés ou 40 ans passés. Tout à fait raison. Exactement.
Mais je suis certaine qu'on en retrouve encore dans les écoles. C'est ça qui est triste. Puis la deuxième image, mais il manquait de l'organisation dans cette classe-là. Les élèves avaient besoin des paniers, avaient besoin des petits cubicules pour apporter leur matériel. Donc, ici, là, ça n'encourageait pas l'organisation des élèves du tout dans l'image 2. Oui, puis les murs sont vides, pas de tableau d'ancrage, c'est plate, c'est pas accueillant. Donc, on va avoir la chance de parler de tout ça là, tantôt. C'est juste un petit brise-glace, ces deux images-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait faire un partage à voix haute ou on passe à la prochaine diapo? J'essaie de lire dans le clavardage. Je pense qu'on a passé à travers tous les points. Ça va? OK, on passe à la prochaine diapo. OK, on va commencer avec le matériel. Donc, vraiment, cette partie-ci, on va parler du matériel, le rangement à disposition des meubles, puis on va parler d'espace d'apprentissage, ensuite l'affichage, et on va parler un petit peu de la classe flexible. Okay? Donc, je sais que le temps avance. Moi, il faut vraiment que je vérifie mon temps parce que je veux parler sans arrêt. Donc, dans une salle de classe, hein, le matériel, très important, organiser le matériel, acheter des bacs, étiqueter les bacs. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je tenais à cœur là, dans ma salle de classe. Je devais être organisée. Je suis une personne hyper organisée. Donc, ça aidait les élèves. Les élèves savaient où aller chercher le matériel. Donc, on veut que ça soit facile d'accès, bien rangé, bien identifié, placé aussi à des endroits stratégiques pour que nos élèves aient accès à ce matériel-là. Par exemple, si c'est du matériel de manipulation en mathématiques ou des outils en littératie ou quoi que ce soit. Donc, il faut penser à où on va placer notre matériel qui soit à la portée de nos élèves. Également, n'ayez pas peur d'étiqueter aussi hein, les coffres, les cahiers, les duotangs. Ne pas utiliser. Moi, j'utilisais des couleurs spécifiques pour chaque matière. Donc, quand l'élève, je dis OK, on sort littératie, c'est rouge. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut penser là, dès le début de l'année scolaire. Bien identifier les casiers, vestiaires, même les chaussures des élèves. Avoir un endroit pour les bacs de jouets lors des journées d'intempéries. Donc, ça, c'est pas mal pour le matériel. Vous pouvez même aussi, j'ai déjà vu, retirer des portes d'armoire si vous avez la permission. Un concierge peut vous aider pour que ça soit à la portée des élèves qui puissent voir ce qui se retrouve dans les armoires si on n'a pas accès à des étagères là, au niveau des élèves. OK. Les rangements et les coins. Donc, pourquoi ne pas demander à vos élèves aussi de vous aider à organiser votre salle de classe? Votre salle de classe n'a pas besoin d'être prête à 100% la première journée de classe. Pourquoi pas impliquer vos élèves dans cette organisation-là? Moi, j'ai enseigné dans une école qui avait le programme primaire du IB, puis nous, on parlait de l'agentivité. Donc, c'est vraiment l'élève qui est au cœur de prendre des décisions, qui se sent bien dans sa salle de classe, qui se sent valorisé, qui a pris des décisions. Vous allez voir les élèves, là, ils vont être tellement contents de leur salle de classe qu'ils vont en prendre soin, ils se sentent qu'ils ont été responsables dans la prise de décision sur cette organisation-là. Vous pouvez regrouper le matériel par thème, placer le matériel, comme j'ai dit tantôt, de manière stratégique, c'est-à-dire que vous aurez besoin pour la journée, pour la semaine, pour le mois. Tu sais, les choses que vous n'utilisez pas durant ce mois-là, vous pouvez les ranger. Donc, vraiment sortir le matériel dont vous aurez besoin pendant les semaines que vous enseignez un tel ou tel domaine. Utilisez les coins de la salle de classe. Donc, ici, ça, c'est une vieille photo que j'ai retrouvée de ma classe de 3e année. J'avais un coin, j'ai caché le visage des élèves, c'est probablement des adultes maintenant, mais j'avais mon petit coin de lecture ici. J'avais mes bacs avec mes collections de livres. Tu vois qu'ils sont un peu en désordre, mais c'était toujours mes élèves qui allaient remettre le coin de lecture en ordre. Donc, tu sais, ils sont confortables, couchés sur le petit sofa, sur la petite chaise, puis ils étaient bien dans le petit coin. Donc, utilisez les coins dans votre salle de classe. Tu sais, les coins peuvent être utilisés pour différentes raisons, pas seulement pour un coin de bibliothèque, mais aussi pour un coin de détente, de méditation. C'est des élèves qui ont besoin d'être mis à part pour se calmer, ainsi de suite. Je continue. Et pourquoi ne pas transformer votre salle de classe? J'ai déjà vu des vidéos où ils parlent ou des ressources qui parlent de transformer sa classe en café. Pourquoi pas avoir un thème avec vos élèves? Choisissez un thème de votre salle de classe. Donc,
ça se fait très, très bien. Pour quand même être flexible puis bien planifié si on veut faire une transformation café de sa salle de classe. Donc, laisser les élèves s'asseoir sur des coussins dans la salle de classe, comme j'avais ici des tapis. Moi, j'avais toujours des bacs de clipboard. Donc, il y avait la chance de prendre un clipboard. C'est pas cher des clipboards. Tu peux acheter ça chez Staples là, avec votre budget de classe. Les élèves avaient la chance d'aller chercher un clipboard, aller travailler dans un coin calme. Très, très, très efficace. Donc, on travaille en même temps le travail d'équipe, la collaboration. Puis, une belle façon aussi de transformer notre salle de classe. Les élèves aiment bien ça. OK, on va parler maintenant des espaces d'apprentissage. J'ai eu la chance, là, je pense que c'est 2 ans passés, j'avais suivi une formation, puis j'ai repris cette ressource, je l'ai achetée, très, très bonne, parce que j'aime vraiment les métaphores que David Thornburg présente pour parler des espaces d'apprentissage. Il y en a qui ont déjà peut-être vu cette ressource ou est-ce qu'il y en a ici? Si vous la connaissez, pouvez-vous me mettre un petit commentaire dans le clavardage? Non? Tant mieux, je suis contente. Donc, les 4 espaces d'apprentissage sont le feu de camp, l'abreuvoir, caverne et l'espace vie. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, ça peut vous aider, vous inspirer à organiser votre classe selon ces 4 métaphores. Okay. Donc, le premier espace d'apprentissage, on l'appelle le feu de camp. Donc, c'est l'espace où on va se rassembler avec nos élèves. C'est là qu'on va faire notre enseignement magistral. On va présenter notre matière à nos élèves. Dans plusieurs cultures, c'était l'endroit où les histoires étaient racontées de génération en génération. Donc, ça nous fait penser comme on est alentour d'un feu. Quand on se raconte des histoires, hein, c'est là qu'il y avait les légendes qui étaient racontées, tout ça. Mais dans notre salle de classe, ce serait l'endroit où on va enseigner les concepts de base fondamentale des différents domaines. Donc, c'est là qu'on va avoir la chance de vraiment livrer notre matière à nos élèves. Donc, pourquoi ne pas faire un cercle pour avoir vos élèves assis en cercle, amener les élèves sur le tapis. Moi, j'avais un tapis, je me souviens, devant ma Smart Télé dans la salle de classe. Souvent, mes élèves, on se réunait devant la Smart Télé parce que souvent, c'est là qu'on va faire notre enseignement magistral parce qu'on a nos présentations et tout. Donc, souvenez-vous, lorsque tu fais ton enseignement, mon feu de camp. Pourquoi pas le mentionner aussi aux élèves? L'abreuvoir. Donc, ici, c'est où les élèves vont développer plusieurs habiletés d'apprentissage. Ma description, c'est mieux après. Donc, c'est là qu'on va avoir le partage d'idées et de connaissances à travers la communication. Donc, on peut travailler en petits groupes. Ici, vous pouvez voir une photo de 2 filles qui font la classe collabo réflexive en mathématiques sur les fenêtres. Donc, c'est là qu'on va pouvoir discuter, communiquer, résoudre des problèmes. Ici, on a des élèves qui faisaient puis je pense que c'est dans la classe de Saouda, qui est ici avec nous aujourd'hui, des élèves qui faisaient la révision d'un petit moment qu'ils avaient écrit en première année. Donc, les élèves sont après révisés en équipe de 2. Donc, on va développer nos HH, donc utilisation du français oral, l'esprit de collaboration et même l'autorégulation. Donc, pour nous, ce temps se fait souvent à la photocopieuse. Hein? On est avec nos collègues, hein, on va avoir la chance de se parler. Ah oui, moi j'ai fait ça, t'as-tu enseigné ça aujourd'hui? Ou on est souvent au salon du personnel, hein, si on prend notre vie en tant qu'enseignant dans une école. Donc, l'espace d'apprentissage, l'abreuvoir, super important pour que les élèves puissent consolider, travailler ensemble, pratiquer les concepts que vous voulez qu'ils apprennent. Ensuite, on a l'espace caverne. C'est super important pour plusieurs élèves. Il y en a qui aiment avoir leur petit moment d'être seul, solitaire. Donc, il peut réfléchir, ça peut être la pratique autonome. Ici, on a une élève qui faisait un centre d'écouter la lecture, donc elle était seule, elle ne dérangeait pas. Si vous voyez en bas, il y a même un espace ici, je pense dans une classe de maternelle, un enfant puisse aller faire un repos dans un petit coin. Donc, c'est un endroit calme. Hein, on peut
soit se détendre ou compléter ses tâches de façon individuelle. Puis, je suis tombée sur cette petite anecdote. Hein, l'arbre sous lequel était assis Newton quand la pomme lui est tombée sur la tête, hein, c'est là qu'il a découvert la force gravitationnelle. Hein. Il était seul en dessous de son arbre. Pouf! Il a découvert la force gravitationnelle. Et l'espace d'apprentissage, la vie, que je trouve qu'on doit mettre de plus en plus d'emphase. On parlait des peuples autochtones, hein? On est en lien avec la nature, il faut apprécier ce qu'on a, la vie. Donc, mettez vos élèves en action. La photo avec la terre, ça, c'est une photo que j'avais prise de mes élèves. Donc, j'apportais les différents types de sols. Les élèves examinaient, se mettaient les mains dedans, les vers de terre. Ils adorent ça. Ils doivent explorer. Ils doivent vivre. Photocopie, papier, crayon, là. Allez-y, faites leur vivre. Ça, c'était des monarques que j'avais dans ma salle de classe. Donc, on avait les salives, les chenilles. Il faut leur faire vivre des expériences comme ça. En haut, c'est un projet STIAM. Donc, de plus en plus, hein, on veut faire vivre des projets comme ça à nos élèves. Donc, c'est là que l'élève va démontrer son apprentissage en profondeur. Hein, il peut faire le transfert aussi de ses connaissances. On veut qu'il explore, fasse la construction, bricolage, et ainsi de suite. Donc, très important aussi cet espace-là. Donc, ça, ce sont les 4 espaces d'apprentissage selon David Thornburg. Donc, en conclusion, hein, ils sont interliés afin de permettre aux apprenants et apprenantes à arriver à une meilleure compréhension des concepts étudiés tout en les engageant dans leur apprentissage. OK, j'ai assez parlé. Là, maintenant, je vais vous faire explorer. J'ai mis dans un document ici que je vais partager dans le bavardage. On va faire une petite réflexion sur les différents espaces d'apprentissage. Mais avant de commencer, est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions? Ça, je ne parle pas trop vite. Et je dois vérifier le temps. Il est 2h15. Il y a des questions, commentaires? Juliane, vas-y, je pense. Je ne sais pas si tu as la main levée de tantôt ou c'est une nouvelle main levée. Non. Nadine? Oui, j'ai été très impressionnée par cette disposition de la classe et puis j'aimerais bien savoir qui en est l'auteur, s'il vous plaît. Oui, c'est David Thornburg. Je vais tous les liens. J'ai même mis une vidéo d'une présentation qu'il a fait à la fin de la présentation que vous allez avoir. D'accord? Je vais arrêter ma présentation. Que vous puissiez voir vos réponses. Donc, vous pouvez aller, vous allez voir, OK, ça c'est nouveau parce qu'on n'utilise plus Jamboard. Juste un instant, patientez. Un Lucid Spark, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Lucid Sparks. Si vous allez ici, ce que vous voyez à gauche, vous voyez 5. Je veux que vous faisiez la réflexion. Que vois-tu? Que penses-tu? Donc, si vous cliquez ici, vous allez avoir les 5 images. Que ça va? Donc, si on clique sur une image, image 1, vous pouvez aller chercher les petits post-it ici et écrivez. Que vois-tu? Que penses-tu? En ayant en tête nos espaces d'apprentissage qu'on vient de voir, nos 4 espaces d'apprentissage. D'accord? Qu'est-ce que vous allez partager? Oui, je vous partage tout ça à la fin, le lien de la présentation. Je vous ai mis plein de liens et ressources. Est-ce que tout le monde, vous avez accès au Lucid Sparks? Oui, je vois des gens qui sont dedans. Je peux enlever mes post-it. Vous voyez ici, les post-it sont en bas du texte. Allez cliquer, glisser. Vous pouvez aller dans n'importe quelle image. Là. Il n'y a pas d'ordre. Là. S'il vous plaît, je n'arrive pas à prendre les post-it. Vous dites c'est à quel niveau on prend les post-it? En bas de la fusée? En bas du T, voyez-vous? Ah, ok, d'accord. D'accord, merci.
Vous voyez mon écran en ce moment? Oui, oui, je vois votre écran, c'est bon. Parfait. OK. Je vois qu'il y en a qui sont dedans. Allez-y. Que voyez-vous? Que vois-tu? Que penses-tu? C'est une activité que je faisais souvent avec les élèves aussi. Est-ce qu'on introduisait un concept ou avec des images? Tu affiches des images dans la classe, leur demande que vois-tu, que penses-tu? Donc, on travaille certains concepts de base avec cette méthode-là, cette stratégie pédagogique. Vous avez la difficulté à écrire dans les post-it? Je commence à me demander. Luciane, que vois-tu, que penses-tu? Choisis une image, puis va mettre ton observation de l'espace de la classe. Nicole, est-ce que tu as accès au Lucid Sparks? Le conseil bloque ce site. Ah, il y en a qui n'ont pas accès. Désolée. Très bien. Je regarde l'image 2. Hein, les 4 centres de Thornburg sont représentés ici. Oui, ici, on peut avoir notre queue de camp ici où on rassemble nos élèves. Ici, c'est une classe de maternelle jardin, là, comme vous avez pu le voir. On a des petits coins d'apprentissage ici. J'aime beaucoup cette image de cette classe qui m'a été partagée par ma collègue qui est CP en maternelle jardin. Parce qu'on est souvent, on voit toutes les tables des élèves au centre. Hein? Mais ici, on a des coins. Pourquoi ne pas avoir des coins dans la salle de classe où on laisse le choix à l'élève d'aller s'asseoir dans un coin spécifique? Des tables d'exploration, vous pouvez voir des bancs, hein, c'est rangé à la hauteur des élèves. Ah, table à la hauteur des élèves. Coin abreuvoir. Matériel de manipulation. Donc, on s'en va même au-delà hein, de nos espaces d'apprentissage. Merci à la personne qui a écrit ces beaux commentaires. Je vais retourner à l'image 1. Une classe bien organisée, matériel bien organisé, flexible. Je vois une caverne dans le coin gauche. Oui, ici. Divan bleu, je pense que le feu de camp se trouve sur le tapis. Oui, tout à fait raison. Il y a beaucoup de coins dans la classe. Vous allez voir les autres images. L'image 3. C'est invitant, oui. Moi, je trouve que c'est relaxant. J'aurais le goût d'aller m'asseoir sur le petit sofa puis prendre un petit livre et le feuilleter. On dirait que je suis comme loin des distractions. J'ai le livre. J'ai la fenêtre à côté qui est très, très importante. On va en parler tantôt de l'éclairage. Vous allez voir l'image 4.
Un autre petit coin tranquille, mais ici aussi, hein, on pourrait travailler avec un petit groupe d'élèves. Donc, on peut avoir un petit groupe avec nous assis par terre. Nous, on peut être sur la petite chaise, voir quelques concepts, les lettres, les sons, je vois sur le petit tableau. Vous allez voir l'image 5, l'exploration, donc le coin de l'espace vie. Hein? On est à l'extérieur, on s'en va explorer au-delà des 4 murs de notre salle de classe. Donc, pourquoi ne pas amener notre journal scientifique à l'extérieur et aller explorer? Et je vais revoir rapidement si j'ai d'autres commentaires, puis il va falloir qu'on passe à la prochaine diapo parce que le temps avance. Classe accueillante favorise la disposition en feu de camp, caverne. Voilà. Je vais retourner à l'image 2. Et feu de camp devant, je pense qu'on a des nouveaux commentaires. Mais merci beaucoup pour vos réflexions, c'est très apprécié. Je vais fermer cette présentation-là. Et on va retourner à la présentation principale. Désolée pour ceux qui n'avaient pas accès. Okay, on va passer rapidement à travers l'affichage. Donc, ça, c'est un défi aussi, hein, surtout pour mes nouveaux enseignants que je collabore avec au niveau de l'affichage. Je dis ça parce que c'est mon expérience avec mes nouveaux enseignants. Là, je ne cible pas personne. Mais l'affichage, il faut qu'il y ait un but spécifique. Hein? Donc, le début de l'année, votre code de vie n'est pas nécessairement affiché sur votre salle de classe parce que vous allez le faire avec vos élèves. Par contre, pourquoi pas que ce n'est pas les élèves qui dessinent le code de vie, qui écrivent le code de vie. Donc, moi, c'était toujours quelque chose que je faisais avec les élèves et c'était bien à la vue de toute la salle de classe parce que ce sont nos règles de vie qu'on veut suivre au quotidien. Aussi, l'horaire de la classe, très important que ce soit affiché à la vue des élèves, même pour les plus petits, maternelle, jardin, première année. Ils aiment la routine, ils veulent voir ce qui se passe durant la journée. Est-ce que j'ai éducation physique aujourd'hui? Avoir des petits pictogrammes, même s'ils ne sont pas capables de lire encore les mots. Un tableau de responsabilité, très important. Les élèves doivent être responsables de leur salle de classe, leur donner des tâches quotidiennes, changer les responsabilités à toutes les semaines. Moi, c'était les élèves qui s'occupaient du tableau, qui changeaient les responsabilités. Donc, ce n'était pas moi. À toutes les semaines, les élèves venaient, puis ils étaient capables de changer le tableau de responsabilité à chaque lundi matin. Comme j'ai dit tantôt, les référentiels, les apprentissages des élèves, mettez les travaux de vos élèves, montrez que vous êtes fiers de eux. Les apprentissages et les objectifs d'apprentissage aussi, très important qu'ils soient au courant, ce qu'ils sont après apprendre. Qu'est-ce que je fais après apprendre? Quel est mon objectif? Où est-ce que je dois me rendre pour atteindre mon objectif? Une autre chose aussi, utiliser des couleurs de fond qui sont neutres. Moi, j'ai fait des fois le boubou d'avoir du jaune clair, du rouge clair, mais si vous regardez à la prochaine diapo, je vais vous montrer plus tard, je pensais que c'était la prochaine, mais un peu plus tard, on va voir un petit peu la signification puis l'effet de différentes couleurs, qu'est-ce que ça a sur les élèves. Donc, je pense que dans la section des besoins socio-affectifs. Donc, ne pas surcharger les murs de votre classe. Ils disent qu'à peu près 20 à 50% des murs devraient être libres. Éviter de couvrir les fenêtres, car la lumière naturelle est aussi importante. Ça a un impact positif sur l'apprentissage des élèves. À la prochaine. Et la classe flexible. Il y en a ici peut-être qui vous avez déjà des bancs, du matériel pour encourager la classe flexible. Si c'est le cas, voulez-vous juste me le dire dans le clavardage? Oui, moi, j'ai une classe semi-flexible. Je connais bien ça. Je me sens entendre un petit peu. C'est quelqu'un qui veut partager. Levez la main.
semi-flexible, donc c'est bien. C'est tout, c'est nouveau pour la plupart. Donc, qu'est-ce que c'est que la classe flexible? Mais de plus en plus, hein, nos centres EADP dans nos écoles nous fournissent du matériel pour subvenir aux besoins de certains élèves. Donc, c'est toujours dans le but hein, c'est d'aider nos élèves qui ont des besoins spécifiques, mais aussi ça va encourager hein, les élèves qui ont besoin de bouger. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de se lever, ils ont la bougeotte. On a de plus en plus d'élèves hein, qui ont des déficits d'attention avec hyperactivité dans nos salles de classe. Donc, quand on parle de classe flexible, on parle d'espace pour se déplacer. On parle aussi d'avoir un éclairage adéquat, un mobilier adapté, différentes configurations pour s'asseoir. Donc, on parle des tables hautes, des tables basses. On peut même avoir des tables comme presque par terre que j'ai vu. Des élèves qui peuvent travailler debout. On a aussi accès à des outils et à des ressources technologiques pour des élèves qui ont des besoins plus spécifiques. Donc, demandez à vos enseignants EADP, je suis certaine qu'ils peuvent vous fournir des outils, des ballons comme ça pour votre salle de classe. Donc, je vais vous montrer dans quelques minutes, je vais vous partager ici une petite vidéo. Je vais vous demander de la visionner de votre côté de façon individuelle parce que Louis préfère que je vous envoie le lien que moi je le projette. C'est 4 minutes. C'est une vidéo qui est en français, qui parle de la classe flexible. Donc, elle explique très, très bien les bienfaits. Donc, je vais vous mettre le lien du YouTube. J'espère que tout le monde devra avoir accès. Oui, mais Louis, je pense qu'il préfère que je vous envoie le lien. N'est-ce pas, Louis? Je pense que tu es encore dans le Meet. Je pense qu'il préfère qu'on... Il y en a qui me disent projeter, s'il vous plaît. J'ai mis le lien ici. Si vous pouvez tous le visionner, je vous donne 4 minutes. Oui, à cause des droits d'auteur, c'est ça. Okay? Je vous donne 4 minutes. Je mets sur ma minuterie. Prenez le temps de visionner la petite vidéo. Puis, on va faire un petit retour rapide. D'accord?
donc les 4 minutes, j'espère que tout le monde a eu la chance de visionner la petite vidéo que j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut faire un partage? Denise? Et Thérèse, toi, tu n'es pas confortable, c'est correct ça? On va petite étape par petite étape. On ne dit pas qu'on veut transformer toute notre salle de classe. Là. Il y en a qui sont semi-flexibles, c'est tout à fait correct. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment les études qui disent que les filles s'adaptent mieux que les garçons. Puis, il faut aussi donner plus de temps pour nos élèves ayant des besoins particuliers. Vas-y, Denise, tu as la main levée. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Moi, c'est que pour une évaluation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les élèves vont choisir un espace par eux-mêmes ou est-ce que vous avez des pupitres pour les évaluations? Je sais que moi, j'ai comme un peu des deux, là. Donc, pour ça, je dis semi-flexible, là. Oui, ben moi, j'ai vu une classe flexible de 6e année à mon ancienne école, la dernière année que j'y étais. Puis l'enseignante, elle avait vraiment là, des tables de toutes les hauteurs, un peu partout, mais ils avaient quand même des endroits où vous pouvez aller là, pour compléter des évaluations. Il y avait quand même des tables. Puis au pire, tu peux avoir des séparateurs là, pour les élèves plus vieux, là, si tu veux vraiment qu'ils soient en aide et qu'ils fassent leurs évaluations. Là, sans être un à côté de l'autre, puis tricher. Là. Donc, je sais qu'il y en a qui ont ça, là, des petits présentoirs qui mettent devant eux. Mais tu peux laisser l'enfant aller travailler dans un coin et faire son évaluation de façon autonome. Donc, c'est vraiment les élèves qui ont peut-être des besoins plus particuliers, là, qui peuvent être un peu plus stratégiques, un petit peu plus patients avec eux, là, si on veut intégrer cette classe-là là, à temps plein. La classe flexible a des limites en ce sens qu'elle est plus favorable aux filles. Oui, oui, ça m'a vraiment, là, j'ai resté vraiment surprise que les filles s'adaptent plus à ce style de changement d'une classe flexible que les garçons. Est-ce que ça va? Pas bonne idée? Je suis déçue. Oui, moi aussi, j'étais déçue. Mais ce sont des études, hein? Ça ne veut pas dire que c'est tous les garçons aussi, là. Dans les classes de gestion, hors sciences, religion, ça devient un peu plus problématique, mobilier classique, mais avec diverses zones. Oui, je changerais, même si je serais, si vous êtes un spécialiste, vous avez votre propre local, vous pouvez faire des zones, vous pouvez faire des équipes, des tables pour travailler la collaboration. J'adore, mais je trouve plus difficile de donner le choix de travail aux élèves. Ça vient avec la confiance. Il faut faire confiance, puis responsabiliser nos élèves. Puis ce ne sont peut-être pas tous nos élèves, mais il faut les amener là. Ça prend beaucoup de patience, beaucoup de modelage. Le coût aussi, oui. Si on a une école ou une direction qui n'est pas tout à fait convaincue, qui ne veut pas s'investir là-dedans, tout à fait d'accord. J'aimerais bien l'essayer, il me faut trouver tout le matériel requis. Exactement, une étape à la fois. Donc, vous prenez ce que vous avez dans votre école. Ça va? Le coût, oui. Mais ça, c'est l'école qui doit s'investir là-dedans. On favorise le plapotage plus que la gestion. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ça dépend des classes que vous avez peut-être vues. Moi, j'ai vu des classes qui fonctionnaient très, très bien. Ça dépend de la gestion ici. Comment ça a été enseigné. Donc, si on poursuit, je vais changer de page. Très important, d'enseigner chaque espace. Okay? Pour amener nos élèves à devenir autonomes, à éviter le placotage, comme vous avez écrit, là. Vous avez tout à fait raison. C'est important hein, de faire la tournée de chaque espace. Si on a des espaces de classe flexible, par exemple, ou on parle de nos espaces de classe selon Thornburg, hein, la raison, que les élèves savent quelle est la raison de ces espaces d'apprentissage-là. C'est quoi les rôles et les responsabilités de chacun. Donc ça s'enseigne. C'est quelque chose qu'on oublie. Hein? C'est d'enseigner nos HH. Enseigner pourquoi
on devrait se comporter d'une telle façon dans un espace d'apprentissage. Vous voulez aussi prendre le temps de recevoir les rétroactions de vos élèves afin d'améliorer ces espaces. Parce que les élèves, peut-être qu'eux, ils ont un autre point de vue que nous, on ne voit pas. Donc, eux aussi peuvent nous donner des indices, des stratégies afin d'améliorer le fonctionnement de notre classe si on veut aller de cette façon-là. Donc, si on les implique, ben, ils vont être plus aptes à suivre les consignes. Ça favorise l'apprentissage coopératif. Très bien, je serais prête à essayer semi-flexible. Oui, c'est pas de transformer totalement votre classe, vous pouvez aller petit pas par petit pas. Hey! Maintenant, on va passer à la partie 2. Il est déjà 2h29. Il va falloir que vraiment que mais la plus grande partie, on vient de passer à travers. Toujours comme ça, c'est difficile de gager le temps durant une formation. Des stratégies maintenant. Il faut faire bouger nos élèves, il faut les faire collaborer, on veut qu'ils se concentrent. Je vais vous donner quelques petits trucs. On ne pourra pas passer beaucoup de temps sur cette partie ici. Mais c'est super important de ne pas laisser nos élèves assis à leur pupitre toute la journée. C'est la seule chose que je peux vous dire. Faites-les bouger. Faites-les s'asseoir à différents endroits. On va passer à la section les besoins socio-affectifs des élèves. Vous allez voir que vous allez être surpris même que certains stimuli peuvent avoir une influence significative sur l'apprentissage de nos élèves. Donc, on les permet de travailler dans les différents espaces de salle de classe, tout en étant en responsabilité, tout en suivant les règles de la classe. C'est très important, c'est un privilège même. Si tu n'es pas capable de suivre le règlement de l'espace, tu vas travailler dans un autre espace. Donc, il faut que ce soit aussi bien enseigné, bien modelé aux élèves. Avoir différents sièges, comme on a dit tantôt, les gros ballons dans la classe flexible. Je vois des fois des élastiques. Il faut que ça soit bien utilisé. Si ce n'est pas bien utilisé, tu ne devrais pas avoir accès à ce matériel-là. Des pupitres pour travailler debout. Des objets de manipulation, la même chose. J'ai vu des élèves qui, c'était supposément pour les distraire, puis ils jouaient avec la pâte à modeler, je ne sais plus c'était quoi, du silipoti, là, mais ce n'était pas utilisé pour ce que c'était censé être utilisé. Donc, les objets de manipulation, il faut qu'ils soient bien utilisés, sans distraire, puis sans nuire à leur apprentissage. Des pauses bougeottes. Faites lever vos élèves, faites-leur s'étirer, sauter, se changer les idées. Moi, je jouais toujours à faites ceci, faites cela. C'est Simondi. Vous connaissez ce jeu-là? J'ai trouvé une version que je vais vous mettre dans le lien que j'ai trouvé génial. J'aurais aimé ça qu'on puisse le visionner un peu, mais il est dans le lien de la présentation à la toute fin. Cette chose, c'est en anglais. Par contre, c'est bien expliqué. Je vais juste m'assurer que j'ai le bon lien. Ici. Je vais vous le mettre tantôt parce que je ne le retrouve pas. Je vais vous le mettre tantôt à la fin de la présentation, mais c'est une version de Simondi. Vous pourriez dire Madame dit ou Monsieur dit. Mais il n'y a pas d'élèves qui vont s'asseoir. Tu sais, souvent, ce jeu-là, ben, tu as fait le mauvais geste, tu vas t'asseoir. Tout le monde participe. Les élèves sont responsables de tenir compte de leur pointage. Et puis, ils ajoutent je dirais, comme des niveaux de difficulté. Donc, je vais vous mettre la version dans le... Je cherche le lien, là, puis je ne le trouve pas en ce moment. Je vous mets à la fin de la présentation, mais il est déjà chaque fois dans la présentation. Donc, c'est une version qui est en 3 phases. Donc, super le fun à jouer avec vos élèves dès le mois de septembre. Là. Quand ils ont besoin là, vraiment, là, quand vous voyez qu'ils ne se concentrent plus, c'est le temps de changer d'idée, c'est le temps de se dégourdir. Faites-le. N'oubliez pas aussi confier des tâches particulières à vos élèves. Tous ceux qui ont des difficultés à rester assis, donnez-leur des tâches. Bien en avant, bien m'aider à tourner les pages de la présentation, ainsi de suite. Donc, trouvez différentes stratégies. N'oubliez pas, si vos élèves n'ont pas leur bloc d'éducation physique cette journée-là, c'est important d'avoir une période de 20 minutes
d'activité physique quotidienne. Je sais que des fois, on veut juste passer la matière, on part tard dans un concept, mais il faut prendre ce petit 15-20 minutes-là pour faire bouger nos élèves. C'est important. Je vais passer à la prochaine diapo, qui est vraiment un élément que je trouve très important. On va parler des besoins socio-affectifs de nos élèves. Avant de commencer, je veux que vous preniez le temps. Réfléchissez à l'endroit ou les conditions où votre productivité est la meilleure. J'avais préparé un Padlet, mais savez-vous, on va manquer de temps, donc je vais vous demander d'écrire vos idées dans le clavardage ou si vous voulez partager à voix haute, allez-y. Quel est cet endroit où votre productivité est la meilleure? Quelles sont les conditions pour que vous demeurez concentré? Quelles sont les conditions qui suscitent votre créativité? Quelles sont les conditions pour demeurer motivé? Donc, vous pouvez partager une de ces réponses à ces questions-là. Dans une classe avec de la lumière naturelle. Très bien, Denise. Tout à fait. Moi, j'aime ça être à l'extérieur, entendre la nature, avoir la lumière, le soleil, très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager? N'ayez pas peur, allez-y. Pour être motivé, pour que je sois intéressé, pour que la personne devant moi soit intéressante à écouter. Dans mon bureau, de la musique douce. L'extérieur, me donner des petites pauses. On doit se donner des petites pauses pour être productif. Donc, la même chose avec nos élèves. C'est de la créativité. J'aime me sentir au centre d'une activité sans aucune aide. Donc, tu ne veux pas te faire déranger. Tu dois pouvoir bouger, avoir de l'espace, voir la nature. À l'école, avec la radio en sourdine, lampe de petite allumée, loin du frigidaire et télé, oui. On va en parler de ça également. La collaboration est encouragée avec disposition à l'extérieur, sous un arbre, un endroit calme. J'aime beaucoup, je dois pouvoir bouger, avoir de l'espace. Est-ce que quelqu'un d'autre peut mettre un dernier petit commentaire, un endroit calme, un endroit tranquille, bien entouré pour être inspiré, motivé encore une fois avec les autres pour me sentir moins seule. Seule pour être concentrée, espace agréable avec des plantes. J'adore vos réponses parce que ça va aller bien avec le restant de la présentation. Donc, pensez à ceci, là, comme si vous étiez vos élèves dans votre salle de classe. Okay? On va passer ça parce que là, on vient de le faire. Et voici. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le modèle d'apprentissage de Dunn et Dunn? Des ans passés, lorsque je préparais une présentation pour une formation sur la gestion de classe, je crois, je suis tombée sur ce modèle ici qui m'a vraiment marquée parce que ça nous explique que les différents stimuli peuvent avoir un effet sur l'apprentissage de nos élèves. Donc, je l'ai refait dans Canva là, parce que je ne voulais pas le copier de la source. Je vous ai mis le lien aussi dans la présentation. Donc, les différents stimuli qui peuvent avoir un effet sur l'apprentissage de nos élèves, c'est le son, c'est la lumière, même la température d'une pièce et même le siège. Est-ce que toi, tu aimerais être assis sur une chaise en plastique dure toute la journée? Est-ce que tu serais productif? Est-ce que ça développerait ta créativité? Une autre chose aussi que j'ai trouvé intéressante, je parlais justement avec une enseignante, on parlait de partir des plantes dans la salle de classe parce que son fils aime faire du jardinage. Elle dit, moi, là, les tours de plantes, là, les lumières me donnent des maux de tête. Elle dit, je ne sais pas pourquoi ces tours-là, là, celles qui sont à la verticale avec les lumières là, LED, en tout cas, elle dit, je ne sais pas, moi, elle ne peut pas aller dans une salle de classe avec ce système de lumière-là, ça lui donne des mots de tête. Puis elle a eu la réflexion, je peux juste imaginer certains élèves. Donc, voyez-vous,
peut-être les néons dans une salle de classe, ça peut affecter nos élèves. Donc, on parlait de lumière naturelle. On a des stimuli aussi émotionnels. Donc, je ne passerai pas à travers tout le diagramme, mais vous aurez la chance dans la présentation de le revoir par la suite. Mais aussi, nos élèves, on a des élèves qui aiment travailler seuls. On a des élèves qui aiment travailler juste 2 à 2. Mais quand ils se retrouvent en grand groupe, ils ne se sentent pas. Hein, ils ne se sentent pas bien. Donc, il faut tenir compte de nos besoins et ces différents stimuli-là chez nos élèves. Donc, je vais passer à la prochaine. Donc, on va regarder de plus près l'éclairage, les couleurs, le son et les éléments naturels pour ensuite terminer avec l'apprentissage à l'extérieur. Il nous reste à peine 20 minutes. Je ne peux pas croire comment le temps avance. C'est toujours comme ça. Là non plus, je ne veux pas parler trop vite. L'éclairage. Donc, j'ai vu tantôt dans les conversations qu'on aime avoir l'éclairage naturel, la lumière naturelle. Il n'y a rien qui vous empêche de fermer les lumières de la salle de classe. Et de juste faire travailler les élèves à la lumière naturelle si vous avez, par exemple, le soleil ce matin. Là. Je sais que moi, dans ma salle de classe, dans la classe où j'ai eu le plus longtemps, là, à mon ancienne école, j'avais toujours le soleil le matin. Très, très rare que j'allumais les lumières. Surtout les néons. Je n'aimais pas l'ambiance des néons. Donc, il y a 3 vraiment principaux types d'éclairage. On parle de l'éclairage ambiant, quand on allume toutes nos lumières, direct ou des lumières d'appoint, lorsqu'on parle de l'éclairage dans une salle de classe. Donc, ambiant, ça va illuminer l'ensemble de l'espace de la classe. Direct illumine généralement des zones plus restreintes de la classe que l'éclairage ambiant atteint plus facilement. Puis d'appoint, mais on va mettre une lumière qui met en valeur un article ou un projet en particulier. Donc vraiment, nous, dans nos salles de classe, on a vraiment la lumière ambiante. On n'a pas d'autres lumières. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche d'apporter des plantes dans votre salle de classe si vous avez la permission. Là, je sais que des fois, santé et sécurité peuvent être un petit peu rigides, mais j'avais une petite lumière dans mon bureau les dernières années, puis santé et sécurité ne me l'ont jamais enlevé. Donc, il n'y a rien comme avoir des petites plantes ici et là dans les différents coins de votre salle de classe. Intéressant, selon une recherche de Barrett en 2015, les espaces bien éclairés peuvent exercer une influence importante sur les résultats des tests en lecture, en mathématiques, en vocabulaire et en sciences. Intéressant. Les couleurs. Donc, les couleurs stimulent notre humeur, nos sentiments, notre perception du monde qui nous entoure. Les couleurs créent des environnements d'apprentissage qui sont beaux, invitants, dynamiques, encouragent la productivité, la communication et la collaboration. Donc, c'est ici que je vous parlais de mon fameux tableau que j'ai trouvé de la ressource La classe flexible, que j'ai refait pour vous, qui explique les différentes couleurs, les significations et qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, le rouge, l'orangé, puissance, réchauffe les espaces, les rend plus intimes. Donc, je trouvais vraiment intéressant ce tableau-là, mais comme ils disent, on devrait aller vers les teintes un petit peu plus pastel, vers les couleurs comme le vert. Donc, on va voir un petit peu les éléments de la nature. Okay, on va comparer ces 2 classes. Donc, l'image à gauche et l'image à droite, là, ça me fait penser un petit peu à notre image de notre autre salle de classe. Mais là, je veux qu'on pense aux couleurs. Allez-y dans le clavardage. On compare ces 2 classes. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant ces 2 classes? Comment vous vous sentez? Comment tu te sentirais si tu étais dans la classe à gauche versus la classe à droite? Quelle classe est-ce que tu aimerais être dedans en ce moment? Oui, le jaune moutarde, oui. Ça l'agresse. Plus il y a de couleurs, plus ça fait primaire, oui. Dans celle élémentaire, on voit beaucoup de couleurs, très colorées. Celle de gauche, trop de couleurs, mais celle de droite, pas assez, oui. Droite. La classe de droite est trop triste, oui. On se sent moins motivé. Celle de gauche, on se sent plus motivé.
Et voyez, tu sais, on voit un petit peu aussi les éléments de la classe flexible. Juste pour changer un petit peu de sujet, voyez-vous les cartons de lait? Hein, il y en a qui utilisent ça aussi pour la classe flexible. Je vais juste vous mentionner ça. Là, ça vient de me sauter à l'esprit avec les coussins. Gauche, droite est vraiment plate. On sent comme si on était au collège à l'université, très magistral, hein, pas de couleur. Il n'y a pas de lumière non plus, hein, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière naturelle. L'autre non plus, on ne voit pas s'il y avait des fenêtres. Mais la celle de droite, on dirait vraiment là, que c'est dans un local où il n'y a pas de fenêtre. Ennuyant, restreint. Donc, je me sentirais moins créative dans celle de droite que celle de gauche. Je me sentirais moins productive. J'aurais pas une aussi bonne humeur que dans celle où je vois beaucoup de couleurs. Hein, je vois beaucoup d'objets, je vois des endroits où je peux m'asseoir, différents sièges. Droite et pâle, ennuyante, restreinte. Voilà. OK, on poursuit. Le son. Donc, il est prouvé hein, que le bruit, la mauvaise acoustique nuisent à l'apprentissage des élèves. Justement, je pense que c'est Saouda qui est avec nous aujourd'hui. J'étais dans sa salle de classe cette année, puis là, il y avait le système de ventilation qui partait. Puis je suis arrivée dans la classe, je me dis, oh mon Dieu, je ne suis pas capable de me concentrer. On peut-tu fermer ça, ce système-là? Donc, souvent, hein, l'appareil chauffage, je sais que vous n'avez pas, c'est hors de votre contrôle. Mais souvent, vous avez ces fameux ventilateurs-là et tout ça, là, puis vous voyez que ça nuit, là, que ça fait du bruit. Moi, ça vient m'agresser, donc c'est la même chose pour les élèves. Donc, des fois, le matériel audiovisuel, là, tantôt, il y a quelqu'un qui dit j'aime travailler loin de mon frigidaire, loin de ces appareils-là. Donc, c'est la même chose pour nos élèves. Je sais que des fois, là, c'est hors de notre contrôle, là, certains système, surtout quand on se retrouve dans une portative, là, quand le système de chauffage part, là, je te dis que ça fait du bruit. Mais mettez une petite musique douce ou quelque chose pour essayer de camoufler le son dans votre salle de classe. Donc, c'est éprouvé aussi selon des études hein, que le bruit et la mauvaise acoustique hein, va nuire à l'apprentissage des élèves. La prochaine diapo, j'ai trouvé très intéressant. Non, pas celle-ci, excuse, celle-ci. Ça, c'est une de mes amies qui travaille pour le gouvernement du Yukon. Ils ont mis ça dans leur salle de classe, dans leur bureau, excuse. Ce sont des feutres acoustiques. Donc, ça réduit le son. Donc, j'ai trouvé ça génial parce que ça fait aussi une belle décoration. Donc, je pensais vous partager ça. Ça ferait une idée ici pour une stratégie pour atténuer le son dans une salle de classe. Mais d'autres stratégies, c'est vraiment fermer la porte de votre salle de classe hein, quand il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Limiter l'utilisation des tailles crayons là, électriques. Installer des babillards en liège, si vous en avez, ou ajouter du feutre. Utiliser un tapis dans un espace d'apprentissage. Le tapis aussi va atténuer le son dans notre salle de classe. Apposer les fameuses balles de tennis sous les chaises. Réduire l'utilisation des appareils électroniques bruyants, comme on dit, projecteurs, ordinateurs. Éviter des appareils comme les ventilateurs. Accrocher des bricolages en feutrine. Puis les élèves aussi qui ont des difficultés avec le son, mais avoir des casques d'écoute anti-bruit hein, pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Et les éléments naturels. J'ai mis ça tantôt, là, on a parlé de la nature, les plantes. Pourquoi ne pas avoir hein, des éléments naturels dans notre salle de classe? Lui, il parlait de tomates au début. Là, moi, je partais des plantes dans ma salle de classe. J'enseignais longtemps en 3e année, on étudiait les plantes en sciences. C'est nous qui partions les plantes de tomates, justement, pour notre jardin d'école. Puis, il n'y a rien de mieux pour éveiller la curiosité de nos élèves, d'avoir des plantes dans notre salle de classe, de s'occuper des plantes, de partir des plantes. On partait de semis aussi des citrouilles. On arrivait dans la classe, on avait des grosses fleurs. Les élèves étaient tellement émerveillés, tellement excités de voir la plante grandir pour ensuite eux-mêmes aller l'apporter au potager. Quelques conseils pour limiter l'utilisation du taille-crayon. Avoir des tailles-crayons individuelles pour les élèves, avoir des bons tailles-crayons.
Je n'utilisais pas de taille-crayon électronique. Moi, dans ma classe, ça me rendait folle. Donc, ils avaient tous leur petit taille-crayon. Oui, 2 crayons par élève au début d'une journée. Oui. Écrire leur nom sur les crayons parce que initial sur les crayons. Je vois vos commentaires. Merci beaucoup. Donc, selon encore des recherches, l'exposition à la nature ou à des éléments naturels favorise le retour à l'attention, la mémoire, la compétence, l'autodiscipline et la bienveillance dans les groupes sociaux, en plus de modérer le stress, d'améliorer les comportements et même les symptômes du TDAH. Donc, allez-y, intégrez la nature dans votre salle de classe. Donc, vous pouvez monter des tables consacrées à la nature, demander aux élèves d'apporter des objets de la nature, utiliser la nature afin de créer des œuvres d'art, ayez des plantes dans la classe, utiliser des paniers faits de fibres naturelles au lieu des paniers faits en plastique, apporter des accessoires fonctionnant avec de l'eau afin de produire des sons apaisants. Ça, c'est quelque chose que j'aurais fait dans ma salle de classe. Oh, vous êtes encore dans 2 crayons, 8 crayons. Vous êtes encore dans les crayons et le matériel. OK, parfait. Et finalement, il reste 10 minutes, la classe à l'extérieur. Et vous voyez la petite image que j'ai mise ici, ça vient de mon T-shirt. J'ai eu la chance de vivre 3 jours à un congrès de la classe à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma présentation parce que j'y crois énormément. Je crois qu'on doit amener nos élèves à l'extérieur et explorer l'espace vie, pas juste entre les 4 murs, mais aussi à l'extérieur, beau temps, mauvais temps. Nos élèves, là, ils sont capables de s'habiller et aller dehors, même l'hiver. Donc, la classe devient encore plus grande. Hein? Des fois, on dit qu'on est tanné d'être dans la maison, on est tanné d'être dans la salle de classe, pourquoi pas les amener à l'extérieur? Donc, c'est un endroit qui permet tellement de choses. N'ayez pas peur d'amener vos élèves à l'extérieur. Donc, vraiment, là, les 4 principes les 4 principes de l'apprentissage en plein air et de plus en plus, lorsqu'on parle de l'éducation autochtone et respect de la nature, on dit que nos élèves manquent de plus en plus de respect, mais pourquoi on ne leur enseigne pas le respect pour la nature comme des aînés nous montrent encore aujourd'hui, puis nos peuples autochtones ont ce respect envers la nature. Donc, pourquoi pas développer ça avec nos élèves? Je sais qu'il y en a qui ont parfois des classes difficiles, des groupes difficiles, petit pas par petit pas, mais je crois qu'il est extrêmement important, le respect. Ça développe l'environnement naturel est propice au développement de l'enfant, c'est prouvé. Ça devient un outil pédagogique. On peut faire de l'interdisciplinarité. Ça développe la créativité et aussi le bien-être des enfants et même de nous, les adultes. Oh, je vois un panier en quoi au lieu de plastique? Ah, en fibre. Tu sais, juste des paniers faits comme de paille là, ou de bambou. Oui, macramé, fibre naturelle. Oui, c'est ça. Ça va? Si on regarde ces images, on parle d'apprentissage en plein air, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez chez ces enfants-là? Comment voyez-vous l'enseignant? Là, j'ai mis juste des images comme ça parce que je trouve ça beau de voir les enfants, comment ils ont l'air concentrés, comment ils ont l'air émerveillés. Donc, mettez vos commentaires dans le clavardage. J'aimerais ça peut-être vous entendre. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une voix. C'est quelqu'un qui voudrait ajouter ce que vous voyez dans ces images. Oui, des gens heureux, des élèves actifs, des élèves autonomes qui participent, engagés. Excellent. Donc ici, là, on s'en va le vivre. Donc, on s'en va dans l'espace vie, mais même à l'extérieur de notre salle de classe. L'apprentissage par enquête. Excellent. Ils sont curieux. Les enfants sont heureux, ont le goût d'apprendre. Ils explorent. Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager à voix haute? L'émerveillement. Tout à fait.
Donc, on arrive à la fin presque de la présentation. Est-ce qu'il y en a, où trouve ça? Michael, magasin de décoration, salon des métiers d'art. Vous parlez des paniers, là, c'est ça? Même au Dollarama, je suis sûre qu'on pourrait en retrouver. Merci à ceux qui s'entraident dans le clavardage. Julie puis José. Donc, à travers l'exploration des espaces d'apprentissage, les élèves auront certainement la chance de bouger, collaborer, de se concentrer, prendre des décisions et faire des choix. Ceci développe les habiletés et les habitudes de travail chez nos élèves. Il est important d'enseigner ces habiletés à chaque jour. Engager les élèves à s'auto-évaluer et à reconnaître les choix qu'ils feront. Donc, ça, c'est vraiment la dernière petite réflexion que j'aimerais ajouter. Donc, je sais qu'on a passé à travers là, certains points assez rapides. Mais quand vous allez planifier votre salle de classe, vous êtes après déjà planifié le retour, je suis certaine. Pensez à ce que votre salle de classe soit calme, qu'elle soit accueillante, qu'elle soit organisée, où les élèves peuvent s'investir et où les élèves peuvent collaborer. Donc, c'est pas mal la fin de ma présentation. J'aimerais ça peut-être avoir des commentaires, rétroactions. Est-ce que vous avez le goût de partager des choses? Ce serait le temps. Il nous reste 5 minutes. Comme vous voyez ici, je vous ai mis tous les liens de la présentation. Voyez-vous, le Simondi version modifiée, il est sur la première page de ressources. J'ai d'autres liens aussi de ressources. Cette ressource ici, l'éducation en pénal, si vous cliquez sur l'image, ça va vous amener à la ressource de Chenalière. Très, très bien. Si vous avez le goût d'amener vos élèves à l'extérieur, c'est vraiment une belle ressource pour débuter cette exploration-là dans votre pédagogie. Et puis, la ressource de David Thornburg. La classe flexible, c'est la ressource que j'encourage beaucoup, mais j'ai trouvé une autre ressource que je n'ai pas, de Chenalière, mais aménager sa classe, je suis certaine qu'elle est fantastique. Mais les deux autres, c'est celles que j'ai utilisées aussi pour notre formation d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est la présentation. S'il y en a qui veulent, je vais la mettre dans le lien dans le clavardage aussi. Je vois que Louis t'a fait remettre le formulaire de présence. Effectivement. Il y a même le formulaire de rétroaction. Je peux le mettre tout de suite à l'instant. Et pendant que tu fais ça, Sandra, moi, je vais te remercier pour cette formation cet après-midi. Je pense qu'on va avoir des salles de classe efficaces qui vont permettre de maximiser les apprentissages chez nos élèves. Et ça, ben, c'est une grande partie grâce à toi. Alors, je te remercie beaucoup pour cette formation aujourd'hui. Je n'ai pas parlé trop vite. Je me sens que j'ai un petit peu rushé, mais on met toujours trop pour le temps qu'on a. Mais, et je vais arrêter l'enregistrement, puis après ça, ben, je te donne le mot de la fin. Parfait. Donc, j'ai mis tous les liens dans le clavardage.